Retrouvons Michael, Désiré, Soré pour 2 courtes nouvelles. La première, sortie de route. Voici 20 ans que Catherine vit avec le souvenir de celui qui l'a abandonnée un soir de Noël. Depuis tout ce temps, elle veut lui dire combien elle comptait sur lui pour changer sa vie s'il avait eu un peu de courage. Pour cela, elle est prête à tout, même à reconnaître son séducteur dans le premier voyageur en difficulté. Justement, lui aussi a un compte à régler depuis longtemps. Tous les deux arriveront à se débarrasser de fantômes bien encombrants. Mais attention, un fantôme peut en chasser un autre. Dans la deuxième nouvelle, nous allons faire la connaissance de John, Priscilla, Peter, Amanda et Bob. Si John a accepté de venir assister à ce congrès qui se tient au bout du monde, c'est parce qu'il entretient l'espoir de retrouver Priscilla et de la convaincre de venir vivre avec lui. Coincé entre ses collègues, sa famille et son amour, John apparaît bien vulnérable. D'autant plus que chacun prend de son côté des engagements et que ceux-ci ne coïncident pas toujours. Je vous laisse avec Michael, Désiré, Soré. Bonne écoute! Un séjour où brûle un feu de bois. Côté jardin, une porte ouverte donnant sur un escalier qui mène à un atelier automobile. Côté fenêtre, il fait nuit et la neige ne cessera de tomber. Partout, des coupes et des photos de courses automobiles, des décorations de Noël et près du feu, un grand sapin illuminé. Au mur, un calendrier marque le jour. Nous sommes le 24 décembre. Une femme dresse la table. Chérie, je m'absente 1 heure. Je vais dépanner des clients. 2 voitures qui ont raté le grand virage. Le monsieur monte se réchauffer en attendant. À tout à l'heure, mon amour. À tout à l'heure, bébé. Oh! Oui, désolé. Nous venons de déraper avec cette neige. Oh, mais entrez, entrez. Venez vous réchauffer. Je vais vous servir quelque chose de chaud. Venez, venez près du feu. Oui, merci. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ce ne sera pas grave. J'ai raté le virage un peu avant d'arriver chez vous. Ma femme est restée dans la voiture avec les enfants. Dieu merci, ils n'ont rien. Nos amis n'ont rien non plus. Ils nous suivaient. Je n'ai pas pu... Ils n'ont pas pu s'arrêter. Ils nous ont percutés et tout le monde a fini dans le fossé. Et personne n'est blessé? Non, leur fille n'a rien non plus. Vous avez des enfants? Oui, 2 garçons, 16 et 14 ans. Ah, Je suis médecin à Villebranche. Nous rendions à Chanaz pour le réveillon. Nous avons retenu. Chanaz? Oui, bien sûr. Vous en avez fait du chemin, dites donc. Pardon? Oui, je veux dire 50 kilomètres sous cette neige. Mais vous avez mal pris le grand virage et vous êtes sorti de la route. Oui, c'est fâcheux. On se traite de virage. Le grand virage, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Vaut mieux le prendre à 40, sinon, il quitte la route. Oui, au début je roulais à 30, mais il faut dire qu'avec cette neige qui tombe depuis le début de l'après-midi, on ne voit plus rien. J'ai dû quitter la chaussée sans m'en apercevoir, puis il y a eu ce choc, et la voiture s'est immobilisée. Par chance,
J'ai aperçu votre enseigne lumineuse pas très loin. J'ai coupé à travers un champ de neige, et c'est là que j'ai vu votre mari. Il m'a dit qu'ils allaient nous tirer de là. Il a préféré que je reste ici au chaud, et il est parti avec son mécanicien. S'il n'y arrive pas, il peut nous prêter une voiture. Chanaz n'est plus très loin. Non, plus très loin. 30 kilomètres à peine. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait rien de grave. Non, non, je vous l'assure. Des sorties de route ici, on en voit souvent, surtout en décembre. Mon mari arrive avec son tout-terrain et le client peut repartir. Vous pensez, depuis 18 ans que nous sommes là? Cela fait 18 ans que vous habitez ici? Ça vous étonne? Non, non, pas du tout. Mais vous avez l'air si... Nous avons une fille de 18 ans, Michel. Ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai 2 garçons, plus jeunes. Eh bien, la mienne, elle doit être dans sa chambre, dans le noir le plus complet, avec le Walkman sur les oreilles à écouter ce qu'elle appelle de la musique. D'un mouvement de tête, elle désigne les coupes exposées. Mon mari, lui, il s'intéresse à la compétition automobile. Mais ça coûte cher. Et ça vous plaît? Tenez, vous prenez du café. Ça a fini par me plaire, sans doute. C'est curieux. Je peux vous poser une question? Je suppose que vous avez plus d'une question à me poser. Tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que nous roulions vers Chanaz, vous m'avez répondu « Bien sûr », comme si cela vous paraissait évident. Sans doute parce que la plupart des gens qui empruntent cette route vont à Chanaz. L'ayant fait mes études. C'est sans doute là que je vous ai rencontré. Tiens, comment savez-vous que j'ai habité Chanaz? Je vous dis que j'y ai fait mes études. Nous avons à peu près le même âge. J'en déduis que nous avons dû nous y rencontrer. Il y a 20 ans. Vous déduisez vite. Ça ne me dit rien. Cherchez bien pourtant. 19 ans, brune. J'étais au cours pigier de l'avenue Foch. J'attendais avec des autres sur le trottoir. Mais si, Catherine. Non, je ne vois vraiment pas. Et puis vous savez, je sortais très peu. Je travaillais dans la librairie d'un parent qui, par la suite, a payé mes études de médecine. En fait, j'avais peu de relations avec ceux de mon âge, mais une clientèle très jeune fréquentait la librairie. Vraiment? Vous avez quel âge? 1 an ou 2 de plus que moi? Nous aurions pu boire un verre au Henri IV. Peut-être. Ce n'est pas impossible, mais ça me paraît peu probable. Je n'avais pas d'amis et je sortais rarement. Je logeais au-dessus de la librairie. Moi non plus. Je n'ai pas gardé beaucoup de souvenirs de cette époque. J'aimais bien m'amuser, sortir avec les copains du cours. Nous étions souvent au Henri IV, vous savez. Oui, je vois. Mais ça ne me dit rien. Vous retournez souvent à Chanaz? Chaque année. Nous y avons nos habitudes, surtout à l'époque de Noël. À la place du carrousel sous la neige. C'est un spectacle. Des illuminations, les vitrines des traiteurs, les marchands d'oranges et le vieux jouant de l'orgue de Barbarie avec son petit singe qui tend la sébile, c'est... Et les terrasses des cafés. Ouais, mais comme il neige toujours à Noël. Pourtant, le 24 décembre, il y a 20 ans, il ne neigeait pas. Attendez, j'avais... Non, je ne m'en souviens pas. Mais dites-moi, vous avez l'air de tenir aux terrasses des cafés. En particulier celle de la place du Carrousel, je me trompe? Mais tout cela est bien loin maintenant.
Nous avons fait notre vie. D'autres, plus jeunes, ont pris notre place. Et puis, ce n'est pas la période la plus importante de ma vie. Ah, vous l'avez connu mieux, bien sûr. Mais vous ne m'avez pas dit votre nom. Je ne vous l'ai pas dit? Mais qu'est-ce qu'ils feront? Vous pensez qu'ils vont bientôt revenir? Votre mari sera-t-il à même de réparer? De toute façon, vous avez une voiture à nous prêter, n'est-ce pas? Ratralion, Non? vous ne m'avez pas donné votre nom. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour la facture. La facture? Ah oui. Eh bien, mettez Wells. C'est ça. C'est bien ça. Pardon? Vous êtes Jean-Michel Westman. Non, pas du tout. Je m'appelle Michel Wells. Michel Wells ou Jean-Michel Westman, c'est un peu pareil. Vous ne trouvez pas? Je m'appelle Michel Wells. W-E-I-S-S. Et j'y tiens. En tout cas, c'est Westman. Non, pas du tout. Encore une fois, vous vous trompez. D'ailleurs, ce n'est pas mon véritable nom. C'est le nom de celui qui m'a adopté. Je suis de l'assistance. Et puis à Chanaz, il y a au moins 10 familles qui portent un nom semblable, ou approchant. Vous êtes donc Michel Wells. Qu'est-ce que ça prouve? Vous semblez reconnaître à travers moi quelqu'un que vous avez connu. Parfait. Mais moi, je n'ai pas ce sentiment. Restons-en là. Vous êtes bien Marie-Catherine. C'est comment votre nom déjà? Qui vous a dit que je m'appelais Marie-Catherine? On ne m'a pas appelée comme ça depuis mon mariage. Pour tous ici, je suis Catherine. Mais vous, tout à l'heure... C'est faux. Je vous ai dit que je m'appelais Catherine. Écoutez, madame, je ne voudrais pas paraître désobligeant, mais ce jeu ne nous mènera à rien. Vous semblez me reconnaître? Très bien. Mais restons-en là. Pour ma part, je ne garde aucun souvenir de vous. Veuillez m'en excuser. Pourquoi avez-vous si peur? Pardon? Pourquoi avez-vous si peur de me reconnaître? C'est déplaisant à la fin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tardent maintenant. Veuillez m'excuser, je vais à leur rencontre. Peur de me reconnaître et d'avouer qu'il y a 20 ans, la veille de Noël, vous avez abandonné une jeune fille à la terrasse du Henri IV. Peur de vous entendre dire que vous êtes un lâche. Allez, avouez, même avec 20 ans de retard, dites quel cas vous faites de la confiance qu'on vous accorde. Ah, je n'étais pas certain. Tout cela est si flou. Et puis, je pensais que ce n'était peut-être pas si important. Hein? Tu as raison, ce n'était peut-être pas si important. J'ai pu vivre depuis. Pour les mauvais coups, la mémoire est auto-nettoyante. Mais tu m'as tout de même laissé sans une explication. Quel manque d'élégance. J'étais jeune. Tu comprends? À cette époque, je n'aurais pas compris. Maintenant, oui. Mais par contre, comment ai-je pu croire que tu pourrais changer ma vie? J'étais pourtant bien incapable d'aider quelqu'un, étant déjà en difficulté. Oh, je sais. Tu étais orphelin. Oh, j'ai sans doute préféré fuir. Oh, et puis... Tu parlais, et tous ces mots que tu prononçais illuminaient ma vie. Je regardais tes lèvres sans arrêt. C'est idiot, mais j'avais l'impression de voir les paroles sortir de ta bouche. Tu m'as dit, viens, on va refaire Noël sur la terre. Fuyons cette ville terne. Rendez-vous à la terrasse du Henri IV, le 24 décembre à 17 h. Ah,
Ne le prends pas mal, mais je n'en ai aucun souvenir. Tu disais, l'aventure ce n'est qu'une question de foi. C'est croire que ce que l'on va trouver est meilleur que ce que l'on quitte. Tu disais aussi qu'au-delà de cette ville, il y avait au même instant des pays qui peignaient dans la clarté brûlante. Tu étais si différent. Ah, C'est vrai, c'est un peu idiot aujourd'hui, mais j'ai gardé ces mots enfouis au fond de ma mémoire, comme un secret, depuis tout ce temps. Ce soir, je trouve qu'ils n'ont plus la même saveur. qu'aurions-nous fait? Je suis peut-être allé au rendez-vous. J'ai dû t'apercevoir et j'ai dû rebrousser chemin. Tu peux me traiter de lâche, mais il m'a certainement fallu beaucoup de volonté pour ne pas t'entraîner avec moi dans mon désastre. Vers 6 heures, j'ai téléphoné à mes parents, et ma mère est venue me chercher. Nous ne serions pas allés très loin. Tu en es certain? Et non. C'est curieux. J'ai l'impression que nous sommes en train de parler de deux étrangers. En fait, on ne se connaissait pas beaucoup. Ma chambre était au-dessus de la librairie. Je lisais des heures durant. Au début, tu venais à la librairie seulement pour regarder les livres. Je t'avais remarqué. Puis, peu à peu, tu es resté plus longtemps. Et j'ai osé t'aborder. À midi, nous fermions, tu as prétexté que ton vélo était à plat. Tu m'avais attendu, n'est-ce pas? Non mais ça va pas, non? Je n'ai jamais eu de vélo. Et si, souviens-toi, il était midi. Tu m'as dit que tu ne pourrais pas rentrer. Tu n'aurais pas le temps. Je crois que nous avons déjeuné ensemble. Mais c'est pas ça du tout. Hein? Ne me dis pas que tu n'es jamais venu à la librairie. Attends. La grande librairie sur la place du Carrousel? Certainement. Mais ça ne me revient pas. Par contre, je me souviens très bien de toi à la soirée. La soirée? Quelle soirée? Oh, un truc pas possible. Je crois que c'était organisé par les élèves du cours. Tu es venu avec un copain? Pascal, je crois. Il connaissait une des filles. Ou des profs. Je ne sais plus. C'est du roman. Je m'en souviendrai tout de même. Dans mon souvenir, vous étiez blonde. Alors, ce n'est pas possible. J'allais dire, ce n'est pas nous. Ouais. Mais nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes bien rencontrés, n'est-ce pas? Ah, allez savoir. Les garçons déploient des trésors d'éloquence lorsqu'ils veulent séduire une fille. C'est peut-être ce qui s'est passé. Mais avec un autre. Mais... Et cette fille que vous avez laissée à la terrasse du Henri IV la veille de Noël? J'ai certainement des choses à me reprocher. Alors pourquoi pas celle-là? De toute façon, ce n'était pas vous. À présent, j'en suis certain. Mais vous savez, ce qui nous est arrivé est assez banal. Tous les garçons ont un jour abandonné une fille à la terrasse d'un café, et toutes les filles ont un jour été abandonnées à la terrasse d'un café. Cela fait des souvenirs pour 20 ans, et nous croyons tous que notre vie aurait pu être différente si... Vous n'êtes donc pas Jean-Michel Westman? Avouez que je vous l'avais dit dès le début. Nous nous sommes trompés. Excusez-moi, je vous ai pris pour un autre. L'autre, à qui vous aviez envie de dire tout ce que vous aviez sur le cœur depuis 20 ans. Eh bien voilà, c'est fait. Mais vous-même, vous viviez avec un souvenir.
Ouais. Et je suis bien content de m'en être débarrassé ce soir. Vous lui avez rendu un fier service à ce souvenir. Vous savez ce qui serait drôle? Parce que vous ne trouvez pas que la situation l'est déjà suffisamment. Il faudrait que nos deux anciens partenaires se retrouvent au même moment, dans la même situation. N'en demandons pas trop au destin. Il en a déjà fait beaucoup. Nous tenions tant à exorciser notre passé que nous étions prêts à tout pour retrouver notre ancien partenaire, comme vous dites. Nous étions vraiment prêts à tout, même à le reconnaître dans la première personne qui aurait vécu une aventure semblable. Maintenant, je crois que vous allez passer de bons réveillons. Et moi aussi, d'ailleurs, pour peu que je puisse partir d'ici. D'ailleurs, alors, Chanaz est définitivement débarrassé de ses fantômes. Il s'arrête de rire, se regarde en quelques secondes, puis gêné, il promène son regard sur la pièce. Vous n'êtes pas mal installé ici. Votre vie est bien faite. La vôtre n'est pas mal non plus, monsieur Michel Wess. C'est elle qui fait la première le geste, mais c'est lui qui pose un long baiser sur ses lèvres. Montez vous réchauffer avant de repartir, messieurs, dames. Ma femme vous attend. Allez, vous l'aurez tout de même votre réveillon. Vous serez à Chanaz dans une demi-heure. Ils se séparent brusquement. Lui va regarder la neige tomber à la fenêtre. Elle va près de l'escalier accueillir les arrivants. Bonsoir. Entrez, messieurs, dames. Quelle aventure! Montez vous réchauffer. Elle se retourne, le regarde. Il a le dos tourné. Alors, elle dépose un baiser dans la paume de sa main et le souffle vers lui. Elle prononcera les derniers mots tout bas, comme pour elle. Joyeux Noël, Jean-Michel. Joyeux Noël. Quelques hommes s'étaient arrêtés pour voir passer la voiture. On ne voyait, dans leurs yeux, qu'une pitié un peu narquoise. « Ils ne nous aiment pas, » dit Chloé. « Allons-nous-en d'ici. » Boris, Vian, l'écume des jours. Bien. Qui est-ce que j'embrasse avant de partir? Profitant d'un instant d'accalmie dans le bourdonnement des conversations, la phrase s'était élevée, claire, au-dessus des petits groupes que formaient tous ces messieurs bien mis. Puis elle s'était perdue, étouffée par les calicots tendus sur les murs où l'on pouvait lire « Bienvenue à nos délégués ». Tous les regards convergèrent alors vers l'auteur de cette incongruité. Un jeune homme qui tenait un porte-document serré contre sa poitrine. C'est M. d'Assonville qui fut le premier à se diriger vers lui, interrompant sa propre conversation. Contrairement aux autres participants, il ne portait pas le costume 3 pièces, mais il était vêtu à la texane. Il tendit une main large et tachetée. « Alors, John, comment trouvez-vous notre matériel ?» Le jeune homme était ravi de cette intervention qui le tirait de son embarras. Oh, yes.
Pour être tout à fait franc, Monsieur Dassonville, je ne pensais pas que le matériel européen fût aussi performant. C'est France, n'est-ce pas? Les yeux pâles du plus âgé s'allumèrent d'une lueur savoureuse, et les grosses moustaches rousses, qui devaient être sa fierté, s'animèrent. Belge, John, c'est belge. Mais venez donc nous voir une fois. Je n'ai pas trop le goût des voyages, Monsieur Dassonville. Et puis, je vais peut-être me marier bientôt. L'ancien paraissait incrédule. Dans ses yeux pâles, la lueur devint narquoise. John commençait à se sentir très mal à l'aise et suait en abondance. Cette fois-ci, il faut vraiment que j'y aille. Mon frère et ma belle-sœur m'attendent. C'est un voyage de noces. Il est tard et mon frère travaille demain. Il faut vraiment que j'y aille cette fois. Oui, ne faites pas attendre votre frère, John. Adieu. Adieu, tout le monde. Lança John en reculant vers la sortie. Au moment où il se retournait pour gagner le vestiaire, il entendit la voix de l'autre qui lui jetait sur un ton dont il ne saisit pas toute la malice. Et mes hommages à madame. Le chant des adieux retentit dans les haut-parleurs juste à temps pour couvrir quelques rires qui naissaient. En s'ouvrant, la porte libéra sur les marches du palais des congrès une avalanche de lumière qui fut bien vite absorbée par l'obscurité profonde. Seul un éclat de feu subsista un instant dans les yeux d'un chat qui disparut aussitôt. John se dirigea vers une Volkswagen orange. Le plafonnier était allumé et le conducteur lisait un journal sportif. Il ouvrit la portière et s'assit près de lui. Celui-ci tourna son maigre visage, aux cheveux coupés en brosse. « Excuse-moi, Peter, mais je ne pensais pas que cela durerait si longtemps. Il ne voulait plus me lâcher. C'était sympathique, très sympathique. Maintenant, on peut y aller si tu veux. » Oh, ce n'est pas pour moi, c'est pour Amanda. Et il désigna la banquette arrière sur laquelle était allongée une jeune femme menue. « Ça va, Amanda ?» demanda John de façon à sonder l'état d'esprit de la jeune femme. Celle-ci grogna. Ça ira. Et elle se recroquevilla un peu plus sur sa banquette. « Dis donc, Peter, tu pourrais m'arrêter à la pharmacie? C'est sur notre chemin, à la sortie de la ville. Je t'indiquerai, j'en ai pour un instant. » La voiture démarra. Longtemps, ils suivirent l'avenue principale de Mineral City. Peter au volant absorbé par sa conduite, John à ses côtés, silencieux, et Amanda derrière, qui agitait parfois sa chevelure claire, comme pour chasser un mauvais rêve. En perçant l'obscurité, les phares de la coccinelle révélaient un monde sans bruit. Ils surprenaient une ville assoupie, construite autour d'une unique avenue, que bordaient de petites maisons bâties au sommet de tertres. Au loin, l'éclat vert d'une enseigne lumineuse apparut. « C'est là !» Peter se gara devant la pharmacie. En coupant le contact, il recommanda à John. « Dépêche-toi, s'il te plaît. Amanda est claquée, et moi je bosse demain. Je déteste rouler la nuit. J'ai hâte de quitter ce pays de sauvages. » « Ne t'en fais pas, Peter. J'en ai pour 5 minutes. » Il sortit rapidement de la voiture, autant pour prouver son empressement que pour éviter d'entendre les grognements de son frère. Il prit alors la direction de la pharmacie, mais hormis l'enseigne allumée, il n'y avait aucun signe de présence visible. John sembla chercher un moyen d'appeler le pharmacien, puis se retournant, il s'assura que Peter l'avait quitté des yeux. Alors il contourna l'officine. Aussitôt, un souffle d'air glacé lui mordit le visage. Il remonta son col
et se dirigea vers un petit bâtiment bien éclairé, traversant un terrain vague, au sol craquant de boue gelée. Ses pieds, enfin, rencontrèrent l'asphalte. Il suivit ce chemin. Il franchit une clôture grillagée et passa devant un poste de garde désert, mais, hésitant à monter les marches qui menaient à l'entrée éclairée, il se dissimula derrière une haie. John était dans cette position depuis peu, lorsqu'un fourgon utilitaire s'engagea sur le chemin qu'il venait de prendre et freina brutalement à la hauteur du quai de ce centre médical. Des hommes jeunes en uniforme bleu et portant sur l'épaule l'écusson de la police locale en sortirent. L'un d'entre eux, qui tenait un formulaire, se dirigea vers l'intérieur. Les autres jetèrent sur le quai un grand sac de cuir noir qu'ils avaient extrait de leur véhicule. John attendit leur départ pour se décider à entrer. L'intérieur bien éclairé était accueillant. Des plantes vertes et des fauteuils orange l'agrémentaient. Derrière le comptoir de la réception se tenait une fille brune. John alla vers elle. Priscilla, La femme en blouse blanche se retourna. « Ah, John, c'est toi !» Au dehors, le passage de la voiture de police avait réveillé les occupants de la Volkswagen. Amanda s'inquiéta. « Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi sommes-nous arrêtés? » Ah, c'est le frangin. Il cherche une pharmacie. Ça fait 10 minutes qu'il est parti. Je vais aller voir. Sous l'horloge de la réception qui indiquait 1h30, John ne pouvait quitter Priscilla des yeux. Il se tenait devant elle sans rien dire. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ?» mais tout c'est bien. Toi, J'ai un de ces boulots ici. On vient de nous apporter. tu sais, Priest, maintenant j'ai un poste. Je crois que je vais rester dans cette boîte. Peter, irrité, rentra dans la voiture en jurant. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est encore un de ses coups. Tu sais ce qu'il est venu faire? Tu ne sais pas? Eh bien, voir sa belle. Non, mais je te jure, celui-là. Hein? Attends, je ne comprends pas. Mais si, c'est sa Priscilla. Une lubie du frangin. Ouais, qu'il a rencontré au camp de la jeunesse chrétienne il y a 4 ans. Ouais, bah c'est pour la retrouver qu'il nous a menés dans ce trou. Ah, il va m'entendre. Mais John était bien loin de ces menaces. Sous la pendule qui venait de marquer 2h du matin, il commençait à perdre contenance. Je suis ingénieur à présent. Hein? Yes. Tu te souviens, cet été, on avait dit « Tu es toujours d'accord, hein? Tu es toujours d'accord pour que nous vivions ensemble. » Ben oui, bien sûr. Tu veux du café? Dans la voiture, la pression montait peu à peu. Tu vas voir ce que je vais lui passer. Nous faire venir ici pour ça. Il vient la chercher. Il vient la chercher, j'en suis certain. Maintenant que monsieur est ingénieur. Non, mais tu vois ça à la maison, hein? Priscilla, c'est un drôle de nom. C'est vieux, ça, non? Amanda prononça ces mots d'une voix rendue lourde par le manque de sommeil. Non, mais tu vois ça? Tu vois le vieux recevoir la Priscilla en question à la maison? Nos voisins avaient une vache qui s'appelait Priscilla, je crois. Pas. Je te présente le docteur Priscilla Barcheton. Il força la voix. Ouais, ça a l'air d'être une chouette gamine. Prenez donc une bière dans la glacière et posez donc vos fesses là, miss. Ah non, c'était pas Priscilla.
C'était Shirley. Hein? Shirley! Le nom de la vache de mes voisins. Les deux aiguilles de la pendule ne faisaient qu'une sur le chiffre 3. John n'était pas à son aise. Parce que tu es d'accord, n'est-ce pas, Pris? Priscilla ne répondait pas. Elle s'affairait autour de la cafetière. Finalement, elle se retourna. Tu veux du café? Mais tu ne comprends pas. Je viens te chercher. Comme je t'avais promis cet été. Tu ne comprends pas? Non. Toi, John, tu ne comprends pas. Tu débarques ici en pleine nuit. On ne s'est pas vu depuis des mois. Et tu veux que je vienne avec toi? Mais qu'est-ce que tu fais des engagements que nous pourrions avoir pris? Ah, comment cela? Tu t'es engagé ailleurs. Moi, je n'ai pris d'autre engagement que celui de venir te chercher une fois mon diplôme d'ingénieur obtenu. J'ai terminé mon stage et je suis embauché. De plus, j'ai fait l'impossible pour être envoyé à ce congrès qui a lieu au diable, parce que tu vis ici. Mon frère vient de se marier. Il a accepté de me conduire. Il a dit que ça ferait un peu comme un voyage de noces. Priscilla, je t'en prie, viens. Tu rêves, Joel. Tu rêves tout le temps. Et tu veux que les autres rêvent avec toi. Au dehors, les toutes premières taches de clarté qui apparaissaient à l'horizon décidèrent Peter. Allez, viens Amanda. On va voir le tableau. Le to-be de l'ingénieur de 3e classe. Faut que ça se termine, cette histoire-là. John avait fini par accepter du café. Sa voix était brisée par l'émotion. Qui c'est ce type? Mais qui c'est ce type? Comment as-tu pu? Peter et Amanda venaient d'entrer. Les présentations furent vite faites. L'atmosphère était lourde. John avait le regard dans le vague. Peter ne bougeait pas, bien décidé à ramener son frère aîné. Amanda, se sentant de trop, se dirigea vers la sortie. Les gars, je vous attends dans la voiture. C'est quand vous voulez. Salut, Priscilla. Au revoir, Amanda. Ce furent les seuls mots que les deux femmes échangèrent. Peter, se rendant compte de l'état dans lequel son frère se trouvait, se calma un peu. Il était plus de 4 heures du matin, et de toute façon, il ne serait jamais de retour à l'heure pour son travail. Il n'avait plus sommeil, et son aîné lui faisait même un peu pitié. Quant à John, il entrevoyait peu à peu le ridicule de cette situation inextricable. Sa présence lui apparaissait de plus en plus incongrue, mais en même temps, il se rendait bien compte que s'il partait, il perdait tout espoir de convaincre Priscilla. Mais le nœud de cette histoire, c'est Amanda, qui le dénoua presque par hasard. Comme elle descendait les marches de l'accueil dans la pâleur rosée de l'aube, elle aperçut un grand type vêtu d'une veste à carreaux qui arrivait. Elle eut une intuition. Vous êtes l'ami de Priscilla? Priscilla? Oui, je suis Bob. Et vous, qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Oh, ne craignez rien. Mais à votre place, j'entrerai chez moi. Elle est seulement en train de se débarrasser d'un souvenir. Ah, j'ai vu la voiture pas loin d'ici, près de la pharmacie. C'est John, n'est-ce pas? Il n'y a que lui qui puisse venir d'aussi loin. Tout juste. Rentrez chez vous. Demain, elle sera tout à vous. Oui, ça vaut mieux, je crois. J'espère qu'il ne souffrira pas trop. Si vous pouvez, dites-lui que... Oh, je ne dirai rien du tout. Parce que je me dis,
L'horloge indiquait 8h moins 5, et Priscilla allait quitter son service. Il ne restait plus personne dans le hall d'accueil du centre médical de Mineral City depuis longtemps. À présent, la Volkswagen orange avait quitté la ville. Elle suivait la route internationale qui allait droit vers l'est. Celle-ci coupait un paysage morne et terne. Sur la gauche, une interminable clôture grillagée protégeait un univers industriel fait de réservoirs, de mitigeurs, de pipelines et de torchères qui rejetaient une vapeur soufrée. Le grillage retenait une multitude de papiers colorés, de mouchoirs ignoblement souillés, d'emballages. Et surtout, sur le bas-côté de la route, une suite interminable de morceaux de pneus éclatés. Plus rarement, le cadavre d'un chien de prairie dénonçait la présence d'une forme de vie dans ce lieu. De l'autre côté, c'était une terre à la végétation rare, des mousses, des lichens, qui laissaient par instants à jour une roche plate et usée par les vents du pôle. Il arrivait que l'on puisse apercevoir le fugitif reflet d'une flaque d'eau de pluie. Tu peux t'arrêter, Peter? Peter ne tenta pas de contrarier son frère. Dehors, celui-ci fit quelques pas, crut qu'il allait vomir. Un poids lui pesait sur la poitrine. Il se retourna vers les deux autres muets d'inquiétude dans la voiture. Il revint. « Passe devant, s'il te plaît, Imelda. » La jeune fille fit basculer le siège avant et John prit sa place. Quand tout le monde fut installé, Peter démarra. Le conducteur et sa jeune épouse, écrasés de fatigue, fixaient la route un peu penchée en avant. « Tu sais, Peter. » Celui-ci ne sembla pas entendre. Comme personne ne relançait la conversation, John se recroquevilla sur sa banquette et croisa les bras sur sa poitrine. Il était bien, il avait chaud et se sentait un peu soulagé. Il pensa qu'il lui restait de longues années à vivre et qu'il avait de la chance d'avoir un frère et une belle-sœur comme Peter et Amanda. La voiture roulait vite, alors il s'endormit.